Bonjour à tous. Alors le document que vous aviez à analyser, c'était celui-ci. Alors c'est donc une gravure, une représentation du coup d'État du président de la République Louis-Napoléon Bonaparte en 1851. Donc vous aviez coup d'État plus 1851 qui vous permettait de bien comprendre ce document-là. On voit une barricade avec des républicains qui résistent au coup d'État du chef de l'État. On voit l'armée qui va empêcher cette barricade de, euh, de bloquer Paris. Et on voit donc un député, le député Alphonse Bodin, qui va mourir quelques minutes après en essayant de résister face au coup d'État sans succès. Donc nous avions vu que c'était bien le président de la République qui a fait ce coup d'État pour garder le pouvoir, et ce président de la République, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de Napoléon Ier, qui avait profité de l'inculture d'un certain nombre de Français et du fait qu'en fait il était le seul à avoir un nom célèbre. En plus, un certain nombre de survivants des campagnes de Napoléon, ce qu'on appelait les grognards, les soldats de Napoléon, qui étaient des personnes âgées, essayaient justement de défendre comme ils pouvaient l'héritage de Napoléon. C'est ce qu'on appelle les bonapartistes, les partisans de la famille de Bonaparte. Il devient donc empereur en 1852 et prend le nom de Napoléon III. Pourquoi pas Napoléon II? Eh bien, nous en avions parlé la dernière fois, puisque Napoléon Ier a eu un fils que l'on a surnommé l'Aiglon et qui est mort. Il n'a jamais eu l'occasion de réclamer véritablement l'héritage de son père. Donc, comme pour Louis XVII, pour les bonapartistes, Napoléon II aurait dû être empereur, donc d'une certaine façon, en marque de reconnaissance, Napoléon III prend donc le numéro 3 et pas le numéro 2, pour bien montrer que c'est une marque de respect vis-à-vis du fils de Napoléon. Alors son règne va être assez long puisqu'il règne jusqu'en 1870. C'est d'ailleurs la personne qui a régné le plus longtemps en France depuis la Révolution française. Et encore jusqu'à nos jours. Et donc ce Napoléon III que vous voyez ici, d'ailleurs il fait, vous voyez ça c'est un portrait de Napoléon Ier, on reconnaît un peu son costume et puis la main qui pose sur son estomac à l'intérieur de sa veste. Il nomme comme préfet le baron Haussmann. Alors il est donc nommé au poste de préfet de Paris. Donc on avait vu ce qu'était un préfet, et avec des pouvoirs très larges, et avec une mission très importante, à l'époque, bien évidemment, c'est de modifier Paris, avec plusieurs objectifs, mais notamment celui d'éviter les révolutions. Il va donc faire de très très vastes travaux. Là, vous voyez un des chantiers de Haussmann. Il va donc détruire un certain nombre d'immeubles dans Paris, où il y avait des ruelles, des petites rues, où les barricades étaient très faciles à faire et du coup très difficile pour l'armée de réprimer ces révolutions. On l'avait vu à travers l'exemple des Misérables. Eh bien, c'est tout ce Paris, ce Paris de la Révolution, ce Paris des révolutions du XIXe siècle, qui est détruit par Haussmann avec plusieurs objectifs, dont l'un des objectifs, alors le premier objectif est de moderniser Paris, mais l'un des objectifs est de créer des grandes avenues, c'est le même lieu à quelques centaines de mètres près. Donc vous voyez, toutes ces petites maisons sont détruites, et avec des petites ruelles, vous voyez, et laisse place à des très grandes avenues, ce qu'on appelle les boulevards de type haussmannien, puisque c'est en hommage au préfet de police, le préfet de la Seine, donc l'ancêtre du département de Paris, qui est donc le baron Haussmann. Alors vous voyez par exemple, tout ce qui est en rouge, ce sont les percées du Paris sous Haussmann. Donc on casse un certain nombre d'immeubles pour créer de grandes avenues. Alors là, vous voyez un immeuble type du Paris haussmannien. Alors,
à quoi cela ressemble. D'ailleurs, si vous allez à Paris, il y a à peu près 60% de l'immobilier à Paris qui date de cette époque-là, ou qui a été fait dans les années qui suivent, mais qui respecte toujours le même style. C'est une concentration tout à fait exceptionnelle dans Paris, et même par rapport à d'autres villes au monde. Il y a vraiment une concentration. Le Paris que vous voyez aujourd'hui a vraiment été modifié majoritairement sous Haussmann. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, vous voyez, ce sont des immeubles de ce qu'on appelle en pierre de taille, c'est-à-dire c'est de la pierre, c'est pas de la brique. Et donc ça coûte assez cher quand même à fabriquer. Vous voyez, c'est assez bien décoré, avec donc de la pierre ici, de la tuile en haut et du métal forgé. Donc c'est assez bien décoré. Alors là, vous voyez par exemple. Au rez-de-chaussée, ce sont des commerces. Haussmann voulait qu'il y ait des commerces dans Paris, donc la plupart des immeubles haussmanniens ont des commerces. Alors après, les immeubles qui suivent auront moins de commerces. Vous voyez, là, il y a une porte qui est parfois d'ailleurs des portes beaucoup plus grandes, ce qu'on appelle des portes cochères, c'est-à-dire c'est fait pour faire passer les calèches, donc faire passer les cochers. Et le premier étage était réservé généralement aux gens qui travaillaient en dessous. C'est-à-dire c'était pour les commerçants, c'était donc vous voyez pas très très décoré, c'était beaucoup moins joli, mais ça coûtait beaucoup moins cher. Et vous remarquez que l'immeuble, l'étage qui est le plus beau, c'est le deuxième étage qu'on appelle l'étage noble. Alors pourquoi? Parce qu'en fait c'était celui qui coûtait le plus cher. Pourquoi il coûtait le plus cher? Parce qu'en fait, à l'époque, il n'y a pas d'ascenseur. Donc il faut être le plus bas possible sans être trop bas, puisque si vous êtes bas, eh bien si vous êtes au premier étage, vous risquez plus facilement de vous faire cambrioler. Donc les gens préféraient le deuxième étage, c'était suffisamment loin de la rue, mais en même temps pas trop loin, ce qui permettait de ne pas avoir à monter beaucoup d'escaliers. Les ascenseurs sont inventés quelques années plus tard. Donc la plupart des immeubles haussmanniens, les immeubles haussmanniens n'avaient pas d'ascenseur à l'époque, et même encore certains n'ont toujours pas d'ascenseur, puisque il n'y avait pas la place de les construire, même une fois après que ça a été inventé. Et vous voyez, l'étage tout en haut, c'est réservé aux domestiques. Alors vous me direz, ça veut dire qu'ils ont très peu de domestiques? Pas du tout. Ils ont beaucoup de domestiques. Donc, par exemple, les gens qui habitent ici ont souvent 3, 4 domestiques par foyer. Est-ce qu'ils vivaient tous dans ce qu'on appelle les chambres de bonne? Les bonnes, donc ce qu'on appelle les bonnes à tout faire, c'est-à-dire les domestiques. Alors pas forcément, mais il y en avait quand même beaucoup qui habitaient là. Alors, vous me direz comment ça se fait puisque c'est tout petit. En fait, c'est tout simplement parce que les immeubles, les appartements des bourgeois étaient assez grands, donc ça prend plein de place, alors que ça, ce sont des toutes petites chambres. Et donc forcément, ils peuvent mettre beaucoup plus de domestiques, puisque là, par exemple, il y avait un ou deux domestiques, là un ou deux domestiques, alors que là, il n'y avait qu'une famille pour généralement toute cette partie-là. Donc, pourquoi ils habitent en haut? Tout simplement parce que là, ils doivent monter les 6 étages à pied. Donc, vous vous doutez bien que c'est surtout les gens qui n'ont pas d'argent qui habitent le plus haut. Et les gens qui ont le plus d'argent habitent ici, puisque vous risquez pas de vous faire cambrioler, contrairement au premier étage, mais vous n'avez pas non plus à monter tous les étages. Voilà, donc maintenant, vous connaissez tout sur les immeubles haussmanniens. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.